Faut-il investir sur un ETF Chine? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo comme j'avais tenté de répondre à la question faut-il investir sur un ETF Inde dans une précédente de mes vidéos. Eh bien, je vais vous donner quelques éléments de réponse et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un avis différent. Il n'y a pas de souci et venez nous rejoindre sur le club. On est maintenant plus de 1500 investisseurs sur le club Blue Sky. Je mettrai tous les liens en description. Alors, on va commencer par cette courbe. Quelle est belle cette courbe. C'est le PIB de la Chine. Regardez-moi ça depuis 25 ans. PIB qui part carrément en exponentiel dans les années 2005-2010 et qui ne fait que monter une croissance, on va aller voir la croissance du PIB, mais un PIB, vous voyez, qui évolue de façon insolente en Chine. Donc la Chine qui explose, la richesse créée en Chine qui explose. Croissance du PIB. Donc là, on va aller voir ce que ça donne sur 25 ans. Alors ça commence très très fort. On est dans les années 2000. On a une croissance qui tourne autour de 10%. Et ça, en plus, ce sont les chiffres communiqués par la Chine qui sont souvent sous-estimés par rapport à la réalité. Dans les années 2005, on est au-dessus de 10% de croissance, des croissances qu'on n'a pas connues en Europe ni aux États-Unis d'ailleurs. Vous avez la courbe que j'ai superposée, la courbe en pointillé noir, ce sont les États-Unis, et en bleu, les petites barres en bleu, c'est la Chine. Vous voyez qu'on part dans les années 2005-2010, on arrive à du plus 15% de croissance, donc une richesse créée en continu et une croissance donc, du PIB en continu sur des décennies. Donc la Chine qui rattrape en fait son retard par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Europe. Ça continue dans les années 2010, dans les années 2015. Vous voyez que la courbe noire n'arrive jamais au-dessus de la courbe de la croissance de la Chine, donc toujours inférieur. Alors après on a les années Covid, vous voyez ici avec une baisse du PIB, c'est normal, et puis un rattrapage encore plus puissant, encore plus fort. En fait, donc un petit peu après, on a la même configuration aux États-Unis. Vous voyez la courbe en pointillé noir, et puis le rattrapage ici. C'est pareil d'ailleurs en Europe. Donc voilà. Donc globalement, la Chine qui cartonne en termes de PIB, en termes de croissance du PIB, qui surpasse les États-Unis de façon très importante. Alors, on va aller voir, évidemment, on s'attend à ce que les cours de bourse de l'ETF Chine, un ETF Chine, c'est un ETF qui est investi sur des sociétés chinoises, eh bien, surperforme considérablement un ETF sur les États-Unis qui ont une croissance beaucoup plus faible. Alors, nous allons regarder deux ETF. J'ai choisi le CNYA, donc un e-shares, donc c'est un ETF donc, émis par BlackRock sur l'indice MSCI China qui contient 717 entreprises chinoises. Donc les plus grosses entreprises, il y a des grosses capitalisations et des moyennes capitalisations, donc c'est énorme, c'est très représentatif de l'économie chinoise et donc on s'attend évidemment à ce que ce soit vraiment exceptionnel. Et puis j'ai mis en violet, j'ai mis le SP5C.PA, les deux étant des ETF capitalisés. Donc là on est sur le S&P 500 qui est coté en Europe. D'ailleurs les deux sont cotés, vous pouvez investir dessus si vous le souhaitez. Mais attendez la fin de la vidéo pour décider si vous mettez un ETF Chine dans votre portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Donc en violet, le S&P 500 et en vert, la Chine. Donc en violet, les États-Unis, en vert, la Chine. Il n'y aurait pas comme un petit problème. Un problème probablement encore plus grave que celui qu'on avait eu sur les ETF Inde. Vous voyez que la courbe violette surperforme la courbe verte de façon quasi systématique. On est là je l'ai mis on démarre en 2017 jusqu'en 2023, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Eh bien, vous voyez, on est à plus 151% sur les États-Unis, on est à plus 21% sur la Chine qui régresse. Regardez, quand les États-Unis montent, la Chine, on a l'impression que c'est complètement décorrélé. On va aller voir la corrélation entre ces deux indices. Voilà, donc là, des résultats catastrophiques, des résultats abominables pour la Chine, des résultats presque humiliants, presque incompréhensibles. On ne comprend pas comment c'est possible qu'une économie aille si bien et que les performances de l'indice qui représente les plus grosses sociétés cotées en Chine
bien malheureusement, soit absolument catastrophique. J'en fais peut-être un peu trop, mais quand même, hein. C'est à vous de juger, regardez la courbe, il n'y a même pas besoin de commenter. Alors, on va aller voir, on va essayer de comprendre hein, ce qui se passe. Alors déjà le MSCI China, donc l'indice Chine, donc je vous ai dit, hein, il contient 717 constituants. Alors sur l'ETF China, comme c'est moins, enfin voilà, ça coûte plus cher, il y a des frais importants, on est sur 0,60% sur l'expense ratio, c'est-à-dire que en gros il y a des frais hein, sur un ETF, c'est-à-dire que chaque année on paye, mais sur des ETF S&P 500 c'est des frais qui sont très très faibles, parfois on est à 0,05, donc on est vraiment à des micro-frais, parce que c'est les ETF qui sont les plus suivis, alors que sur l'ETF Chine, bon, c'est un peu plus rare, donc là on est à 0,60%, c'est à considérer, toujours considérer les performances nettes de frais. Mais même sans les performances nettes de frais, vous voyez que c'est juste catastrophique quand même. Donc voilà, donc ça c'est le MSCI China. Alors MSCI China, on va aller voir les secteurs, etc. Alors dans les sociétés, alors attendez, on va aller voir, voilà, on va aller voir ici. Alors les plus grands constituants, composants en fait de l'indice, vous voyez, on a comme société chinoise, on a Tencent Holding ici, Alibaba, vous connaissez sûrement, on a Baidu, que vous connaissez peut-être de nom, on a NetEase. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a des secteurs des technologies de l'information, donc de l'IT, et aussi des communications qui sont assez en fait développées. Pas autant que pour le S&P 500, mais quand même. Vous voyez, on a Tencent, on a Baidu, on a NetEase, et en fait, c'est des sociétés qui sont très avancées maintenant au niveau des technologies, même au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du multimédia. Donc, c'est assez représenté dans l'indice, même si on a une surreprésentation des valeurs financières. Voilà. Donc là, ça, c'est les 10 premiers constituants, mais il y en a 717 en tout. Alors l'indice chinois, non seulement il sous-performe le S&P 500, mais il sous-performe aussi les indices des pays émergents et il sous-performe aussi le MSCI World, c'est-à-dire l'indice global sur pays émergents et pays développés. Il sous-performe tout. Je crois même d'ailleurs qu'il sous-performe l'Inde. Donc on ne peut pas faire pire en termes de performance, en tout cas sur les 25 dernières années. Voilà. Alors, il y a quand même des points positifs hein, sur le TF China. Vous vous souvenez de la corrélation sur l'ETF Inde, où on avait en gros les indices indiens étaient assez corrélés, même très corrélés avec les indices américains, puisqu'on pouvait monter à des corrélations de 0,110 voire 0,80. Donc voilà. Alors que sur l'indice chinois, en fait, il est très peu corrélé à l'indice américain. Donc décorrélé des marchés américains, vous voyez ici, on a des corrélations qui sont autour de 0,40, 0,50, donc entre les deux indices. Ça c'est un point intéressant si on cherche à être décorrélé des marchés chinois. Ça ne sert à rien de prendre de prendre des ETF qui sont très proches les uns des autres, pour lesquels il y a des overlaps, pour lesquels il y a des corrélations. Si on cherche à investir sur des choses très différentes, eh bien l'ETF chinois peut avoir un intérêt. On continue pour essayer de comprendre un petit peu entre la Chine et les États-Unis. Alors ce graphique est assez intéressant. Il représente d'un côté en fait l'économie mondiale, c'est-à-dire le PIB. On voit que 24% en fait du PIB du monde est généré en fait par les États-Unis. Okay, et pour la Chine, on est à 16%. Et à droite, on voit en fait la représentation des marchés des capitaux, des capitalisations boursières, et on voit que les États-Unis en fait représentent, même s'ils ne représentent que 24% du PIB, en fait ils représentent presque 45%, c'est-à-dire presque la moitié de la capitalisation mondiale. Donc voilà, il y a énormément de sociétés qui sont cotées en bourse, etc., etc., alors que la Chine représente seulement que 14%. Voilà. Alors, autre grosse différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que les actifs en fait sous gestion en Chine sont investis majoritairement en Chine. Okay, vous voyez la partie internationale elle représente seulement 4,5%, alors que les investissements locaux internes à la Chine représentent 95% en fait, des investissements. Alors qu'aux États-Unis, c'est assez différent. Vous voyez, il n'y a que seulement 76% qui sont investis aux États-Unis et 24% qui sont investis dans le monde. Dans le monde, ça veut dire principalement en Europe. Je crois d'ailleurs que plus de la moitié de la capitalisation boursière française, en fait, elle vient de capitaux étrangers, de capitaux américains. Elle est détenue par les États-Unis.
Donc ça, c'est un autre point de différence. Alors sur cette slide, on va comparer non seulement la performance, mais la performance ajustée au risque avec la première mesure de risque qui est la volatilité. Alors, on va comparer la volatilité entre les États-Unis et la Chine. Alors c'est le petit cadre qui est ici. On a une volatilité de l'indice chinois qui est nettement supérieure en fait, à la volatilité aux États-Unis. La volatilité aux États-Unis elle est autour de 15% en moyenne. Vous voyez, c'est la courbe qui est bleu foncé. Vous voyez la courbe qui est bleu clair, c'est la volatilité. La volatilité, c'est vraiment la variation des cours de bourse. C'est la première mesure de risque. On voit que c'est, même si elle a baissé récemment, en fait, elle commence à baisser dans les années 2017-2018. En réalité, elle est encore nettement plus importante. Ouais, on avait des volatilités qui étaient autour de 30%, ça descend autour de 20%. Ça reste des volatilités qui sont nettement supérieures à celles qu'on a aux États-Unis. Donc quand on calcule le rendement, enfin la performance, mais rapporté, on la divise par la volatilité, bah, ça fait des performances qui sont beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en Chine. Mais même si on ne la rapporte pas au risque, c'est-à-dire que même si on calcule, si on regarde simplement la performance sans regarder la volatilité, déjà les États-Unis sont largement au-dessus. Mais en plus, si on rajoute la volatilité, clairement, ça va encore amplifier l'écart entre les deux. Concrètement, quand on dit plus c'est risqué et plus on va avoir une performance importante, en fait c'est plus on a une espérance de performance importante, mais en réalité c'est pas nécessairement qu'on va avoir une performance plus importante. Vous voyez que ici non seulement la Chine est plus risquée, mais en plus elle est moins performante, elle produit une rentabilité qui est extrêmement faible par rapport aux États-Unis. Voilà, je suis en train d'enterrer la Chine, mais attendez, on va essayer de comprendre pourquoi, comment c'est possible d'être aussi médiocre, d'être aussi mauvais qu'un ETF Chine. Il y a aussi l'ETF Inde qui n'est pas terrible. Allez voir ma précédente vidéo. Alors, les secteurs. Les secteurs entre le S&P 500 et la Chine. Donc là, on a la différence entre les secteurs parce que même si dans le S&P 500, il y a les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis. Dans le MSCI China, on a les 717 plus grosses capitalisations en Chine. Mais les secteurs, les allocations de secteurs sont très très différentes. Alors, on a sans surprise, on a les Information Technology et Communication Services. C'est toutes les sociétés de tech, les Google, les Amazon, les Microsoft, les machins, les Apple, etc. Tout ça, en fait, on va retrouver, va être surpondéré en fait dans l'indice S&P 500. Et il va y en avoir moins en fait dans les ETF China. C'est une des raisons. Voilà. Parce que c'est vrai que les sociétés technologiques, c'est vraiment ce qui tire et ce qui booste en fait aux États-Unis, même si on a des valeurs technologiques quand même dans l'indice chinois, mais des valeurs technologiques chinoises, voilà, qui sont peut-être un peu moins performantes que, en tout cas aujourd'hui, que celles qui sont présentes dans le S&P 500 et qui sont des leaders mondiaux. Mais attention, il y a des conflits entre la Chine et les États-Unis qui font que des sociétés qui ne peuvent pas être présentes, qui ne sont pas présentes sur le territoire chinois. Typiquement, Facebook est absent sur le territoire chinois, etc., etc. Donc la Chine essaye en fait de protéger son économie et de créer des concurrents de WhatsApp, concurrents de Google, concurrents de Facebook. Donc ils ont leur propre système et leur propre société. Donc en tout cas des secteurs qui sont assez différents. Ce qui est surtout très présent en fait sur l'indice chinois, c'est la consommation de base, les consumer staples et les valeurs financières. Et on retrouve toujours ces valeurs financières qui étaient très importantes, qui étaient surpondérées aussi pour l'ETF Inde. Voilà, bon tout ça, ça ne nous dit pas pourquoi la Chine est aussi mauvaise. Alors quelques éléments de réponse. Alors, qui pourrait expliquer que c'est pas terrible et que les investisseurs se détournent un petit peu de la Chine. Alors, premier élément, c'est que la Chine est très très contrôlée par l'État, par l'interventionnisme de l'État dans l'économie chinoise. Ça incite pas en fait les investisseurs à ils n'ont pas vraiment confiance dans des entreprises où l'État peut intervenir quand il veut, fermer la boutique quand il veut, faire un peu ce qu'il veut.
Alors, autre élément qui pourrait expliquer le fait que l'État intervienne pour réduire les inégalités. Bon, j'ai vu cet argument-là qui revient, que ça poserait beaucoup de problèmes sur les compagnies de tech, les grosses compagnies type Alibaba, etc., et qui sont ciblées en fait systématiquement pour réduire en fait leur puissance économique. Donc c'est un peu comme l'État a peur en fait de ces grosses sociétés type Baidu, etc., voilà, qui cartonnent et qui prennent du pouvoir, un petit peu d'ailleurs comme aux États-Unis, mais je trouve qu'aux États-Unis on les laisse plus faire qu'en Chine. Il y a peut-être une explication de ce côté-là, toujours l'interventionnisme de l'État, des régulations qui sont très pénalisantes pour les sociétés technologiques. On a vu tous les problèmes par exemple sur les cryptos en Chine, etc. par exemple, hein, donc il y a peut-être quelque chose de ce côté-là au niveau de l'excès de régulation qu'on a d'ailleurs en Europe, hein, qui pénalise énormément l'économie européenne. C'est cette régulation systématique qui vient matraquer et qui vient empêcher les innovations. Trop de régulation empêche l'innovation. De très mauvaises relations avec les États-Unis. C'est vrai que le fait que ça soit deux au niveau technologique, c'est complètement séparé, tout est bloqué, tout est interdit en fait en Chine. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux. Donc on ne sait pas si demain par exemple les sociétés, la Chine s'ouvrait complètement à toutes les technologies américaines, peut-être que tous leurs concurrents, finalement peut-être qu'ils valent pas grand-chose, ils se feraient éclater par les États-Unis. Des tensions géopolitiques très importantes, on a vu ce qui s'est passé avec Hong Kong, donc on voit ce qui se passe en ce moment avec Taïwan, les investisseurs, en tout cas étrangers, ont peur d'investir en Chine. C'est assez risqué pour les investisseurs. La Chine qui est perçue de plus en plus comme quelque chose d'hostile. Il y a aussi des problèmes liés à la propriété intellectuelle, tout ce qui est brevet, etc. Donc là, pareil, des problèmes. Là-bas, en Chine, on peut un peu copier tout ce qu'on veut sans pour autant devoir rémunérer ceux qui ont créé, qui ont innové. Donc ça incite pas vraiment ceux qui innovent, ceux qui déposent des brevets à continuer à innover, en tout cas en Chine. Alors qu'aux États-Unis, voilà, les brevets, c'est un peu la course au brevet. Donc le brevet, il a une vraie valeur. Donc voilà. Voilà, bien sûr, il y a eu la politique du Covid où on a vu qu'ils ont vraiment bloqué intégralement le pays, vraiment tout coupé avec des restrictions extrêmement sévères. Donc là, pareil, des lockdowns, etc. Donc ça incite pas vraiment. On n'est pas dans un pays entre guillemets libre. Il n'y a pas de pays complètement libre. Et c'est vrai qu'on se dit que voilà, du jour au lendemain, l'État peut décider de fermer ça, d'ouvrir, de fermer les frontières, d'imposer des restrictions, etc., etc. Voilà, à ça s'ajoute la crise sur le marché immobilier. Tout ça explique peut-être qu'on en soit là, c'est-à-dire des résultats dramatiques pour la Chine. Dites-moi si vous souhaitez investir sur la Chine après cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.